Bonjour, bonjour Jacqueline, bonjour, j'espère que tu vas bien, hein. Bonjour. Essayons de partager, biper toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le live. Je viens à peine de lancer et vous êtes déjà là. Malgré la restriction que m'a imposée TikTok hier, j'ai reçu une notification de restriction. Malheureusement, TikTok a commencé à me faire les choses que Facebook me fait depuis des années. Donc, aujourd'hui, TikTok m'a dit que mon compte est drastiquement restreint. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage et beaucoup plus les likes. Beaucoup de likes. Hey, Maman Victoire, je ne t'ai pas vu. Wallahi, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Ton commentaire était monté. Donc, je suis comme ça en train de fouiller pour voir les premières personnes à commenter aussi. Victoire Elvestein, est-ce que je peux t'ignorer, la mère? Bonsoir, la mère. J'espère que tu vas bien. J'ai seulement vu le commentaire de Jacqueline là en bas. Et qui est... Toi-même, tu sais très bien que... C'est-à-dire que ta place... C'est-à-dire, on ne peut plus, personne ne peut contester ta place sur toutes nos plateformes parce que cette page, c'est ta page aussi. Tu vois un peu? Merci beaucoup, ma mère. Je sais que tu blagues. Voilà. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas très bien. Merci pour les partages. Jerry, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Jerry? J'espère que tu vas bien. Hein? J'espère que tu vas bien. Partagez le live à tous ceux qui pourraient être intéressés par le live. Vous avez vu, le live vient de bugger là. Ça vient de bugger là, vous n'avez pas remarqué. Le live vient de bugger là. Bang. Donc, essayez de mettre beaucoup de cœur, je vous en prie. Josie Paola, oh, à peine arrivé. Merci beaucoup, ma mère. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez très bien. Bipez les gens, bipez les gens. Surtout les personnes qui passent le temps à insulter Maurice Kamto et qui sont cachés en diaspora. Il faut leur dire que pendant qu'ils sont sur Internet en train d'insulter Maurice Kamto est de l'autre côté en train de lutter pour leurs droits, pour le droit des étrangers. Maurice Kamto est là-bas, il est en train de batailler pour le droit des étrangers sur des territoires, sur les différents territoires. Ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, donner plus de droits aux étrangers, le droit à la propriété par rapport aux étrangers, tout ce truc-là. Maurice Kamto est en train de faire une très grande leçon de droit à l'heure où je vous parle. Une très grande leçon de droit. N'est-ce pas, au sommet de l'endroit où on décide des lois sur cette planète. Donc, continuez de rester sur Internet, insultez Maurice Kamto, dites que Maurice Kamto ne sera jamais président. Pendant ce temps, Maurice Kamto est en train de défendre vos droits. C'est-à-dire que le fait qu'on ne vous renvoie plus dans vos pays d'origine n'importe comment, c'est du fait... N'est-ce pas? Je vous ai dit ça l'autre jour dans mon dernier live, que tout ce qui concerne le droit sur cette planète, il y a l'empreinte de Maurice Kamto derrière. Et pendant que vous êtes en train de le combattre, lui, il est en train de vous défendre quelque part. Le fait que vous soyez dans des pays étrangers, qu'on ne vous arrête plus n'importe comment, Maurice Kamto a sa main dedans. Le fait qu'on ne vous renvoie plus dans votre pays d'origine n'importe comment, le fait qu'on ne vous déporte plus n'importe comment, beaucoup de lois sur lesquelles on se base pour vous donner des papiers, Maurice Kamto a son empreinte dedans. Donc, quand je vois des petits Mansilapa, Farfelus, Zominou, qui sont là en diaspora partout, ils profitent des lois, ils insultent Maurice Kamto, mais ils profitent des lois, des droits des étrangers, des droits qu'ils bénéficient, tout ça là. Moi, ça me fait trop marrer en fait, ça me fait rigoler parce que au lieu d'insulter Maurice Kamto, vous devez voir que votre pays est au bord de la guerre civile. Votre pays est au bord de la guerre civile et personne ne va échapper. Personne ne va échapper. C'est-à-dire que le RDPC est en train de se préparer à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Personne ne va échapper. Bonjour Paulin. Personne ne va échapper. Personne. Donc mes gars, partageons le live. Ensuite on va revenir, on va un peu débattre sur cette affaire. Vous savez que je viens en live quand j'ai quelque chose à dire. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien ma mère. Bien, j'espère que tu vas bien. Je tiens à préciser à tous les Camerounais conscients que au lieu de perdre votre temps avec les histoires à dormir debout, n'est-ce pas, essayez de vous mettre ensemble
pour chasser le régime Biya. Parce que le danger du Cameroun, le danger qui guette le Cameroun actuellement, c'est le régime Biya. Le régime Biya est le danger qui guette le Cameroun actuellement. Ah oui, partagez d'abord le live avant qu'on ne commence. On est encore en train de faire. Moi, je viens de mettre le live. Je viens de mettre le live sur ma page Facebook en lien. Donc, copiez le lien du live et partagez, n'est-ce pas, partout sur Facebook, sur WhatsApp. Envoyez à vos amis, envoyez à tout le monde. Ils viennent, on parle un peu des sujets importants. Sortez un peu des affaires de fesses. Sortons des bruits. Merci beaucoup, ma mère. Voilà, donc sortons des bruits. Ouais, quand vous voyez comment les hommes sur cette planète respectent Maurice Kamto, on respecte son CV. Quand on te met à... Quand on se met à te citer le CV de Maurice Kamto, toi-même tu as froid au dos. Donc, pendant que vous êtes en train de partager, et pendant qu'on commence le live, tapotez également, mettez les cœurs. Pour ceux qui sont sur YouTube, mettez les cœurs à l'entame, n'est-ce pas, de la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez aussi sur YouTube. Voilà. Donc, ceux qui veulent suivre les directs, n'est-ce pas, sur YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. Voilà, comme ça, tous les directs qu'on fait même sur TikTok, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. Tous les directs qu'on a eu à faire et qu'on continuera de faire sur TikTok sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. Donc, vous pouvez très bien y aller et vous verrez, c'est beaucoup. Il y a presque tous nos directs. Voilà. Donc, pendant qu'on est en train de partager, pendant qu'on plante les décors, on écoute affectueusement ou alors affectueusement et religieuse. Mais mon français est en train de partir, vrai. C'est pas facile de galoper entre plusieurs langues. Hein. Bref, religieusement, n'est-ce pas, ce que Maurice Kamto est en train de faire pendant que les incongruités sont en train de l'insulter sur les réseaux sociaux. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme politique camerounais, mais il est avec nous aujourd'hui, non pas en sa qualité d'homme politique, mais en tant que professeur et que praticien du droit international public. Il a été notamment le co-agent du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans une affaire importante que vous devez connaître, je pense, qui concerne la péninsule de Bakassi. Il est docteur en droit de l'Université française de Nice. Il a réussi l'agrégation de droit public en France avant de devenir le doyen de la faculté de droit de Yaoundé. Il est aussi membre du curatorium de l'Académie de droit international. Donc c'est un petit monde. Le droit international est un petit monde. Mais peut-être ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il a été membre de la Commission du droit international des Nations Unies de 1999 à 2016, qu'il a présidé en 2011-2012, et il a été le rapporteur spécial sur le sujet de l'expulsion des étrangers, un sujet qui est évidemment non dépourvu de lien avec le sujet de ce panel, et il va se concentrer aujourd'hui sur l'émigration de masse. J'ajoute que Maurice Kamto est un de mes très vieux copains et qu'on a usé nos guêtres à la Commission du droit international ensemble. Boris, tu as la parole. Vous avez vu le CV de l'homme? Voilà. Pardon, j'ai oublié de dire... c'est un cadeau de ma femme, malheureusement. Les organisateurs et le terrible ambassadeur de Maroua de Romagna insistent là-dessus. Tu as la parole, mais tu as la parole pour 10 minutes et je veillerai à ce que vous respectiez chacun cette limite. Donc je te donne très volontiers la parole. Voilà. Là, on est en train d'écouter, n'est-ce pas, l'intervention de Maurice Kamto par rapport au droit international sur les migrants. Hein? Pour ceux qui viennent d'arriver, là, pendant que le live commence, parce que je viens à peine de lancer le live. Donc, pendant que vous partagez, vous tapotez, vous mettez les cœurs et tout,
Là, on est en train d'écouter, n'est-ce pas? Et je vais vous partager la vidéo. Donc, on est en train d'écouter l'intervention du professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, par rapport au droit international sur les migrants. Sur les migrants, je précise encore. Voilà. Donc, continuez de partager le live la famille et mettez beaucoup de cœur. Et envoyez le live en inbox à tous ceux qui pourraient être intéressés. Sera de respecter le temps qui nous est imparti. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Alain, président ou coordonnateur, peu importe l'appellation de ce panel. J'ai le plaisir d'y prendre part pour parler d'un sujet qui, à mon avis, devient un des défis majeurs pour les États et d'ailleurs pour le droit international du XXIe siècle. Au fond, en parlant des étrangers, on revient en quelque sorte aux origines du droit international, puisque si on regarde les écrits des premiers auteurs, que ce soit ceux que l'on considère comme les pères fondateurs ou les pionniers, peu importe, on se rend très rapidement compte que leur attention avait porté au départ principalement sur le sort des étrangers dans les pays d'accueil. Et pour aller très rapidement, le 19e siècle a montré tout l'intérêt de la question, puisque nombre de sentences arbitrales du 19e siècle portaient sur la question soit du statut des étrangers, soit du sort de leurs biens dans le territoire d'accueil. Et très rapidement, l'Institut du droit international, après sa création, y a apporté également une attention toute particulière, puisque moins de 10 ans après sa création, dès 1873, l'Institut a adopté une résolution sur le statut des étrangers. Et je dois dire que la question ne quittera plus jamais la table de l'Institut. Entre 1873 et la Première Guerre mondiale, il n'y a pas moins de 8 résolutions de l'Institut portant sur la question. On ne va pas parler des étrangers dans cette présentation de façon générale. On va parler des migrations de masse, donc les étrangers dans le cadre des migrations de masse. Bien sûr, les questions sont liées parce que lorsqu'on parle des étrangers, on parle également des réfugiés. Et même lorsqu'il y a migration de masse, il y a parmi les migrants de masse des gens qui relèvent de la catégorie de ce que le droit international reconnaît comme des réfugiés pouvant bénéficier du statut des réfugiés. Je n'entrerai pas dans le détail de la question des réfugiés. C'est un sujet extrêmement important, éminemment d'actualité, qui a ses propres règles et technicités. Je voudrais simplement souligner ici combien difficile est la question de la migration de masse, parce que jusque-là, la question des étrangers était traitée sous un angle individuel, essentiellement. Et même lorsque la question des réfugiés concernait plusieurs personnes, ces personnes étaient envisagées individuellement par rapport à leur statut ou aux règles qui pouvaient leur être appliquées. Est-ce que ce régime propre à l'étranger, dans le cadre, par exemple, du droit des réfugiés, peut être transposé purement et simplement dans le cadre des migrations de masse? C'est la grande question à laquelle il fallait et il faut répondre, d'ailleurs. Le sujet qui, disais-je, n'a jamais quitté les préoccupations de l'Institut est revenu sur sa table, mais de manière intéressante en 2015 à la session de Tallinn, où l'Institut a décidé de créer une commission pour examiner la question de la migration de masse. C'était la première fois que l'Institut abordait la question sous cet angle-là explicitement. Et un rapporteur a été désigné en ma modeste personne. Nous nous sommes acquittés le plus rapidement possible de la tâche, en fait pour coller à l'actualité, parce que la question devenait extrêmement intéressante et préoccupante pour les États, en particulier pour les pays européens qui subissaient une pression particulière due à la multiplicité des conflits dans diverses régions du monde, qui avaient lancé des gens sur le chemin et qui espéraient pouvoir trouver Vous voyez que Maurice Kamto a dit c'est un acteur majeur en ce qui concerne toutes les lois sur les migrations en Europe et partout dans le monde. Un acteur majeur. Et quand ils se sont assis même pour travailler sur les droits des migrants, il a été le rapporteur principal.
Pendant ce temps, il y a des petits écervelés sur Internet qui jubilent quand ils voient Brenda Biya dans un jet privé et qui tirent sur Maurice Kamto. En majorité parce qu'il serait Bamileke, parce qu'il est Bamileke. Un Bamileke ne peut pas être au pouvoir au Cameroun. Pendant que Paul Biya jouit de l'argent du contribuable depuis sa plus tendre jeunesse, Maurice Kamto a toujours parcouru le monde pour défendre les droits des humains. Dites-moi, quels sont les exploits de Paul Biya sur cette planète? Je veux savoir. On parle de Paul Biya où? C'est-à-dire que retirer la casquette de président de la République, déposer, même en tant que président de la République, parlez-moi de ses réalisations. Retirer donc de sa casquette de président de la République, déposée, Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya vaut quand on parle des hommes valables sur cette planète? Qu'est-ce que Paul Biya a déjà fait? On a vu. Maurice Kamto, même le livre que Paul Biya a écrit pour le libéralisme communautaire, ce n'est pas lui qui écrit. C'est une autre personne qui écrit à sa place. C'est un feignant. Paul Biya ne peut pas s'asseoir et écrire un livre. Phil Ngassa. C'est une autre personne. Oh, il s'appelle comment le type là? C'est une autre personne qui a écrit le livre à la place de Paul Biya. Pour le libéralisme communautaire. Et depuis là, il a encore écrit quoi? Depuis là, encore écrit quoi? Donc, dites-moi ce que Biya a déjà fait. Quand on parle des choses importantes sur cette planète, dites-moi ce qu'il a déjà fait. Un vaurien, un feignant, un ignominieux. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'asseoir à étudier, manger l'argent des Camerounais. Même soigner les Camerounais, sa population. La population dont il a la charge, même les soigner. Mettre des soins à leur disposition. Il a été incapable. Quand on parle des affaires, le droit, c'est le droit qui constitue le fonctionnement de cette planète. Et quand on parle du droit, même le droit des étrangers, vous qui êtes dans les pays là, partout, Maurice Kamto est un acteur principal. Est un acteur principal. Si tu vis bien, si tu as les allocations familiales en France ou je ne sais où, en tant qu'étranger, si tu es capable d'avoir un bien, un business, c'est l'empreinte de Maurice Kamto. C'est le pape du droit. Vous avez suivi quand on le présentait là-bas. Ce n'est pas n'importe qui. Sur cette planète, quand les hommes importants s'asseyent pour décider du fonctionnement de cette planète, Maurice Kamto est au cœur de l'histoire. Surtout quand il s'agit du droit. Parce qu'on a comme l'impression que les Africains ont oublié ce que c'est que le droit. Quand il s'agit du droit, vous ne pouvez pas parler de Maurice Kamto n'importe comment, n'importe qui. C'est un homme de valeur. Que vous le vouliez ou non, les petits tribalistes et tout, c'est un homme de valeur. Et pendant que vous êtes en train de l'insulter, lui, il est en train de défendre vos droits. Voilà. Des terres plus paisibles et une herbe plus verte en Europe. La résolution a été adoptée en 2017 par l'Institut par 23 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions. Cette résolution a eu une influence significative sur le travail des Nations Unies, en fait, qui avait cours aux Nations Unies sur la question de la migration de masse, puisque bien que la résolution de l'Institut formellement soit adoptée en 2017 et que la déclaration de New York fut adoptée en octobre 2016, le rapport du rapporteur de l'Institut sur les migrations de masse était déjà en circulation avec le projet de résolution en annexe depuis mai 2016. Donc, il me semble que l'Institut, d'une certaine façon, a apporté une contribution non négligeable aux travaux des Nations Unies à cet égard. Mais avant, je voudrais dire insister sur quelques points particuliers sur cette résolution pour que l'on mesure justement l'ampleur de la contribution de l'Institut avant justement de dire le déroulement de l'examen de la question au sein des Nations Unies. Certaines dispositions de la résolution de l'Institut relèvent manifestement du droit international coutumier. Ils font l'objet, ou bien alors elles font l'objet d'une large assise conventionnelle
voire jurisprudentielle. Il en est ainsi du droit de quitter un pays, qui fait l'objet de l'article 4 de la résolution, du droit de retourner dans son propre pays. Oui, c'est une vidéo. Article 5, de l'obligation de non-refoulement, on appelle obligation ou règle ou principe de non-refoulement, de l'obligation de non-discrimination, des règles relatives aux conditions du renvoi d'un réfugié ayant acquis le statut de réfugié, du respect de la dignité humaine ou principe d'humanité, de l'obligation de protection de la vie et de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, du devoir de tenir compte de la situation particulière des femmes et des enfants dans le traitement de la situation des migrants de masse, en fait, prendre en compte de manière particulière la situation des personnes vulnérables. D'autres dispositions relèvent du développement du droit international et ces dispositions, bien que n'étant pas consacrées de manière coutumière, pour la plupart sont largement soutenues par une bonne partie de la doctrine. Je ne vais pas m'y attarder outre mesure. Il me suffira ici de mentionner par exemple l'interdiction d'un renvoi collectif des migrants qui s'inspire aussi de l'article 9 des articles de la Commission de droit international de 2014 sur l'expulsion des étrangers. Voilà très rapidement présenté, disons, ce que je considère comme étant la quintessence de la résolution de l'Institut à cet égard. Peut-être faut-il ajouter tout de même, et cela me paraît important, que l'Institut, à cet égard, à mon avis, fait une innovation significative en insistant justement sur une disposition qui était fondée sur ce que la jurisprudence de la Cour appelle les considérations élémentaires d'humanité et qui ont amené justement l'Institut à formuler effectivement des projets disons des normes qui doivent être applicables lorsque on a affaire à des migrants de masse. Il y a aussi une disposition qui a largement été débattue au sein de l'Institut, qui n'était pas facile à faire passer, l'idée que les États qui sont à l'origine justement de la migration de masse, par leurs actes ou leurs comportements, doivent avoir une responsabilité particulière dans le traitement de la situation des migrants de masse ou dans la solidarité qui doit se manifester vis-à-vis des États d'accueil des migrants de masse. Donc j'ai dit, voilà l'essentiel de la résolution de l'Institut. Qu'en est-il du développement de la question au sein des Nations Unies? Comme l'a relevé le secrétaire général de l'Institut, grâce aux travaux de l'Institut, en particulier la résolution donc adoptée en 2017, l'Institut a été en mesure d'apporter une contribution à cette question d'une actualité brûlante. Sous ce rapport, il ne paraît pas déplacé de dire que même si effectivement on n'a pas toujours cité la contribution de l'Institut à cet égard, la déclaration de New York doit beaucoup aux travaux de l'Institut. La déclaration de 2016 a ensuite ouvert la voie à l'élaboration de ce qu'on a appelé le pacte mondial sur les réfugiés, puisque après l'adoption de la résolution, je dois dire à l'unanimité, c'est une résolution importante puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité des 183 États membres des Nations Unies. L'Assemblée générale a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés de préparer un projet de pacte mondial sur les réfugiés qui devait être soumis le projet à l'examen de l'Assemblée générale en 2018 et effectivement en décembre 2018, on a adopté la déclaration de New York portant ou établissant le pacte mondial sur les réfugiés après 2 années d'intenses consultations au sein des Nations Unies. Alors, que dire pour conclure, puisque nous avons 10 minutes? Je dirais simplement que voilà une question qui, en fait,
comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, lance un défi aux internationalistes. Le droit international est un droit des États, mais comme on l'a dit en diverses autres circonstances, le droit international s'humanise, et s'humanise de façon tout à fait particulière depuis l'avènement des droits de l'homme, et le traitement des migrants de masse devrait en tout cas s'inscrire dans cette dynamique de l'humanisation du droit international. Car au fond, les migrants ne partent pas parce qu'ils veulent, et ce n'est pas parce qu'ils ont le goût de l'aventure. Personne ne peut prendre le risque de traverser le Sahara en sachant qu'il peut mourir, il peut y trouver la mort à tout moment. Ou en se jetant dans la Méditerranée, voir l'océan Atlantique en sachant qu'il ne trouvera pas l'autre rivage. Parfois, ils sont simplement à la quête du mieux-être. Sans doute aussi sont-ils sur les traces justement des rapports asymétriques qui ont conduit certains États au fond à piller les ressources des autres États et à les laisser dans un état de dénuement tel que leurs populations n'ont pas d'autre choix que d'aller justement à la quête d'un mieux-être là même où leurs propres ressources sont le mieux utilisées, ou en tout cas dont on peut en jouir le mieux. Alors, je sais que c'est une aventure difficile. C'est pourquoi je terminerai par ces propos du poète mauritanien Abdoul Ali War, qui dit, parlant du lieu où le réfugié veut se rendre, il dit « Lieu de nulle part, tant qu'était mon île, ma terre promise, vers laquelle tant de bateaux partis ne sont point arrivés. » Je vous remercie. Je vous remercie. Et on applaudit. Hein, comment on applaudit dans la salle? Pendant ce temps, Paul Biya est assis là-bas à étudier. Il mange votre argent. Il mange votre argent. Il met ses frères dans l'armée, dans la police, partout, à des postes clés pour vous maintenir dans l'esclavage. Pendant ce temps, Maurice Kamto est en train de travailler pour vos droits. Il dénonce ce qui doit être dénoncé, là où ça doit être dénoncé. Les gens fuient leur pays parce qu'ils en ont marre. Parce que certains se sont accaparés des ressources de leur pays, les ont pillés et sont partis chez eux avec. Les gens se disent que mais si les gens pillent notre pays, ils s'en vont chez eux avec se développer, bah, allons tous là-bas vivre. Les gens ne partent pas parce qu'ils sont contents de partir. Ils recherchent le bien-être, comme tout être humain normal. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que les gens sont obligés de quitter le chez eux pour aller rechercher le bien-être ailleurs? La réponse la plus simple, c'est parce qu'ils ont de mauvais dirigeants. C'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, pendant que Maurice Kamto travaille, si aujourd'hui vous voyez les migrants entrent en Europe massivement, sans qu'on ne les arrête et qu'on les renvoie comme on faisait à l'époque, c'est bien parce que les hommes comme Maurice Kamto ont travaillé sur ça. Le respect de la dignité humaine. Je vous parle de ça tous les jours. Quand l'acte que vous posez, n'est-ce pas, est en phase avec le respect de la dignité humaine, vous ne pouvez pas vous tromper. Si notre pays, le Cameroun et notre continent, l'Afrique, sont dans l'état actuel, bref, surtout l'Afrique dite francophone, sont dans l'état actuel, c'est bien parce que nous avons des mauvais dirigeants qui ne respectent pas. Ces dirigeants sont mauvais parce qu'ils ne respectent pas la dignité humaine. Ils ne respectent pas les principes fondamentaux de l'humanité. Le respect de la dignité humaine est la base de tout. Si vous ne respectez pas la dignité humaine, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez des présidents comme Paul Biya qui peuvent vous voir mourir tous les jours. Ils ne parlent pas. Mais dès que quelqu'un meurt à Paris, il est le premier à présenter les condoléances. Alors que le même jour, il y a eu des centaines de morts dans son pays, il ne se prononce pas. Il y a eu un incendie terrible ensemble l'autre jour. Vous avez vu Paul Biya parler de ça? Non.
l'incendie a ravagé ou après vous voyez sortir de la présidence de la République. Décret portant nomination d'un président du conseil d'administration dans une entreprise qui ne sert à rien aux Camerounais. Décret, n'est-ce pas, portant nomination de tel. Oh, il dit que la SNI est devenue une société à capital public. Oh, c'est devenu ceci. Oh, c'est devenu ce... Il s'en fout de vous. Il n'en a rien à cirer que vous viviez bien ou pas. Ce n'est pas son problème. On ne va pas vous parler des choses basiques comme on va vous dire peut-être manque de couveuse, manque de ceci, manque de cela. Non. Quand vous regardez l'ensemble des agissements de Paul Biya au Cameroun, vous comprenez que Paul Biya n'a pas été éduqué dans le sens du respect de la dignité humaine. Alors, qui d'autre que Maurice Kamto pour jouer le rôle de président de la République au Cameroun? Quand vous écoutez les interventions de ce monsieur, vous comprenez que c'est un monsieur qui respecte avant tout la dignité humaine. Il respecte, c'est un humaniste. Maurice Kamto, je vous le dis tous les jours, a les capacités d'entrer au Cameroun militairement, dégommer tout sur son passage et prendre le pouvoir. Il a les moyens de sa politique. Il ne le fait pas. Pourquoi? Longtemps, je lui ai reproché ça, que mais les hommes comme Biya, c'est des hommes qu'on doit écraser. Sauf que j'avais fermé les yeux, peut-être volontairement ou involontairement, sur ce principe du respect de la dignité humaine. Maurice Kamto dit qu'il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais. J'ai dit, mais le sang des Camerounais se verse déjà au nord-ouest et au sud-ouest. Après, je me suis rappelé que si ça se verse là-bas, ce n'est pas de son fait. Et lui, il ne veut pas être celui qui initie cela. Je me suis remis en question, j'ai dit, ah ben le type, si, quand il parle, il faut l'écouter, mais il faut le comprendre. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de très radical. Si ça ne dépendait que de moi, c'est qu'on devait seulement tout bousiller Biya là-bas avec ces gens. Mais quand vous avez l'habitude d'écouter les hommes comme Maurice Kamto, vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin. Parce que le gars dit que la dignité humaine avant tout. C'est ça encore qu'il disait là-bas. Et c'est pour ça qu'ils vont travailler, ils vont voter des lois qu'on va appliquer sur vous. Pauvres migrants, vous arrivez dans un pays, on vous prend en charge. C'est grâce aux hommes comme Maurice Kamto. Vous entrez, à une époque, quand tu entrais illégalement sur un territoire européen ou n'importe où, on te refoulait, on s'en fout de savoir d'où tu viens. On te refoule, on te chasse. Quand on vous contrôle dans la rue, pour rien comme ça, là, on vous contrôle dans la rue. Pour savoir si vous êtes en règle ou pas. Dès qu'on voit que tu n'es pas en règle, on ne cherche pas à savoir d'où tu viens. On te refoule, n'importe où, on te chasse seulement. Grâce aux hommes comme Maurice Kamto, c'est interdit de renvoyer quelqu'un n'importe comment de nos jours. Grâce aux hommes comme Maurice Kamto, on accueille obligatoirement des personnes qui arrivent illégalement sur des territoires. On les accueille. Le temps maintenant, on leur donne une possibilité. Par exemple, demander l'asile pour être régularisé. On leur donne une possibilité. Parce que quand on vous donne la possibilité de demander l'asile, c'est d'abord sur le plan humanitaire. Parce que vous tous, avant, l'asile était beaucoup plus basé sur des problèmes politiques. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est un problème humanitaire, surtout des migrants venant des pays pauvres. Comme on appelle chez nous, pays pauvres. Pourtant, nous tous, on sait que nos pays ne sont pas pauvres. Bon, en réalité, c'est que on a tenu ces gens responsables de ce qui se passe chez nous. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas encourager des dictateurs en Afrique et chasser les gens qui fuient les dictatures. Les résultats de la dictature, c'est quoi? La pauvreté, la misère, la guerre, tout ça. Ce sont des résultats de la malgouvernance. Et donc, il leur a été imposé de recevoir les gens qui viennent chez eux, de faire le tri, de leur donner une chance. Et si vous n'arrivez pas à saisir votre chance, vous n'en voudrez à personne. Vous avez remarqué que même lorsque vous êtes débouté d'asile, on ne vous arrête pas n'importe comment. On ne vous renvoie pas dans votre pays n'importe comment. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Lorsque vous êtes en situation irrégulière dans un pays, je le dis ici ouvertement, je peux avoir des problèmes.
Quand vous êtes en situation irrégulière dans un pays, un policier, on ne peut pas vous renvoyer n'importe comment. On ne peut pas. C'est impossible qu'on vous renvoie n'importe comment, comme on faisait avant. Je ne veux pas entrer un peu dans beaucoup plus de détails. Je vous prends peut-être un exemple. Si vous ne donnez pas votre nationalité, il est impossible qu'on vous déporte. Par exemple. Et ça, c'est le travail des hommes comme Maurice Kamto. Avant, on déportait les gens, on s'en foutait de savoir d'où tu viens. On te déporte seulement. Un avion part, je ne sais où, on t'embarque d'abord. On te reconduit à la frontière. L'autre là, on te reconduit, Mais c'était terrible avant. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas une assurance, on ne peut pas. Si on n'a pas l'assurance, on sait que bon, on va avoir d'abord ton identité confirmée, ensuite on va aller vers ton ambassade, on va aller le laisser passer, c'est tellement procédural. Et il y a certaines lois que les policiers doivent respecter. Il y a certaines lois que les policiers doivent respecter. S'il y a un vice de procédure, un juge ordonne ta libération. C'est comme ça. C'est bien parce que les hommes comme Maurice Kamto ont travaillé. Dites peut-être à Ngoma Hop, Isabelle, que le tribalisme est très mauvais pour la santé. Vous détestez Maurice Kamto parce qu'il est tribaliste. Un petit idiot va porter plainte parce qu'il dit qu'il a investi beaucoup d'argent dans le MSC. Et comme le MSC n'est pas parti aux élections législatives et municipales en 2020, il va porter plainte contre Maurice Kamto. Comme Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives et municipales, ce qui l'a empêché d'avoir un retour sur investissement. Parce que pour lui, un parti politique était un comptoir commercial. Maurice Kamto, en disant qu'il ne part pas aux élections législatives et municipales, il avait dit qu'un parti politique n'est pas un comptoir commercial. Et qu'il a eu vent que beaucoup de personnes attendaient ce moment-là pour se positionner. Les gens qui mettent de l'argent dans des partis politiques, les gens qui mettent de l'argent juste parce qu'ils veulent être députés, c'est les choses du RDPC. Ce n'est pas les choses des partis politiques comme le MSC. Tant que le MSC a sa tête, Maurice Kamto en tout cas, il a dit que ça ne passera pas par lui. Ngoma Hop, Isabelle, je te connais, bien même, je te connais, c'est pas la première fois que je te vois commenter sur les réseaux sociaux. Je te connais. Et je t'ai déjà vu avec des commentaires à tendance tribaliste. Je le dis ouvertement. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. Je vous ai dit que nous, on recense les tribalistes sur les réseaux sociaux. On recense. Même silencieusement, on vous recense. Vous êtes dans un répertoire. Vous êtes dans un répertoire. Attendez, moi je vous dis un truc. Moi je vais vous dire un truc. Il y a quelque chose qui se prépare dans ce pays-là. Au vu et au su de tout le monde. Pendant que les hommes comme Maurice Kamto sont en train de lutter pour des droits, ta question avait quoi à voir avec le sujet du débat? Je suis quoi, militant du MSO, bien sûr, l'avocat du type que tu as mentionné là tout à l'heure. Hein? Tu es parti demander au procureur qui a engagé la procédure, vous ne connaissez pas le procureur qui a engagé la procédure, ou bien à l'intéressé, pourquoi est-ce que machin truc. Tu viens me demander, je pose, c'est mon ami. Je t'ai dit qu'on vous connaît. Ok. Donc, pendant que Maurice Kamto est en train de lutter pour les droits humains, qu'est-ce que les gens du RDPC sont en train de faire? Les gens du RDPC sont en train de préparer une guerre civile au Cameroun. Et pour mener à bien cette guerre civile, ils se sont dit qu'ils vont mettre tous leurs frères dans l'armée, dans la police, afin de vous mater le moment venu. C'est pour ça que vous regardez le concours, le résultat du concours de l'EMIA. L'EMIA, c'est l'école supérieure des militaires au Cameroun. C'est-à-dire quand tu vas à l'EMIA, tu vas sortir soit lieutenant, en fait tu sors officier supérieur, soit lieutenant, soit capitaine quand tu vas faire la médecine, je crois. Donc, les officiers supérieurs, ceux qui sortent de l'école de l'EMIA, tous les frères du village, tous les frères du village. Ensuite, le dernier concours de la police, 80% des personnes qui ont eu le concours d'inspecteur de police sont de la même région. À la même période, j'ai dit à la même période. Tous.
Quand vous allez au sud, s'il y a 100 familles au sud, dans 95 familles, il y a les militaires. Les gouverneurs de région, il y a 10 gouverneurs au Cameroun. Parmi les 10 gouverneurs, 5 sont les frères du village de Paul Biya. Lorsque vous regardez les postes de souveraineté, tous, ce sont les mêmes gens, centre-sud. Les Betty Assomo Mindef. Vous regardez dans l'armée, vous regardez les généraux qui ont le haut commandement, les René Claude Meka et consorts, tous les mêmes. Le RDPC prépare une guerre civile au Cameroun parce qu'ils vont se dire que non, c'est une affaire de fraternité et on doit la défendre. Sinon, comment comprendre que dans un pays, il y a le concours de la police, il y a 526 admis, 450 des 526 admis sont de la même région. J'avais une interview, n'est-ce pas, concernant l'histoire de l'équilibre régional que Paul Biya prône et tout. Moi, j'avais dit que, pour moi, à mon sens, l'équilibre régional, c'est une bêtise. Parce qu'on doit prôner l'excellence et non l'appartenance à une région. Nous sommes dans un pays, on prône l'excellence. Sauf que ceci, ce n'est pas l'excellence. Ce n'est pas l'excellence. On écarte les uns pour mettre les frères. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas l'excellence. Les voix s'élèvent d'ailleurs. Les voix s'élèvent parce qu'il y a des derniers de la classe qui sont inspecteurs de police. Des gens que les camarades connaissent bien, comme étant des vauriens. D'autres qui n'ont même pas fait le concours, qui ne sont même pas allés au concours. Mais leur nom, ils sont admis. Il y en a qui sont partis, ils ont vu leur nom. Le lendemain, quand ils reviennent, il n'y a plus leur nom. Leur nom a été remplacé. Ce n'est pas la première fois, même dans les concours des commissaires et consorts, c'est toujours comme ça. Mais cette fois-ci, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Cette fois-ci. Ils ont fait fort. Tous les postes de souveraineté, le grand argentier, c'est qui? Motazé, tous pareil. Pareil. Cette fois-ci, ils ont fait fort. Dernièrement, il y a eu un concours de commissaires où les gens ne comprenaient pas comment en 2 jours les noms ne faisaient que changer. L'ENAM, l'école supérieure, l'ENAM, c'est-à-dire c'est l'école où on forme les magistrats, les administrateurs civils, c'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets, tous ces gens que vous connaissez là, hein, les inspecteurs des impôts, les procureurs, les juges, tous là. Ton enfant fait le concours de l'ENAM fatigué. Il ne passe jamais alors que ton enfant était excellent à l'école. Mais tu vois un petit pleutre vaurien parce que c'est le neveu du cousin de la nièce de la tante de l'oncle de Mebengo ou bien de femme d'Ongo ou je ne sais qui. Tous là, leurs enfants sont à l'ENAM. Tous là, leurs enfants sont gouverneurs, préfets, sous-préfets. Tous. Femme d'Ongo, René Sadi. Tous, leurs enfants sont gouverneurs, préfets, sous-préfets. Tous. Inspecteur général des impôts, machin, machin. Tous sont partis à l'ENAM. Dernièrement, vous avez vu qu'il y a même des morts qui ont été admis à l'ENAM. Parce qu'on voulait mettre d'autres personnes à la place de ces personnes qui étaient décédées. Vous voyez comment on a chassé, on a retiré les noms des enfants qui ont eu la moyenne à l'ENAM. Parce que là-bas, ça se jouait à un autre niveau. Non seulement les enfants là ont réussi l'ENAM, on les a retirés pour mettre Franck Biya, Junior Biya et Brenda Biya à la place. Mais cette fois-ci, ils ont fait fort. Parce que à l'EMIA, l'école militaire interarmée, c'est comme ça qu'on dit EMIA. École militaire interarmée. C'est là-bas que sortent les officiers de l'armée. Cette fois-ci, ils ont fait fort. Ils ont mis tous, tout le concours de l'EMIA de cette année, ce n'est que les frères du village. Personne d'autre. Selon vous, vous pensez qu'ils sont en train de préparer quoi? Donc, d'un côté, il y a un homme humaniste qui est en train de défendre les droits de l'homme. Il défend l'humanité. D'un autre côté, il y a des gens qui sont en train de se préparer à tuer. Voilà la réalité. Parce que ces gens-là,
ils ne vont pas laisser les personnes compétentes prendre le pouvoir parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas mérité les postes dans lesquels ils se trouvent. Tous ces militaires qu'on a mis là-bas, là, vous pensez que c'est parce qu'ils étaient trop forts? Non, c'est pas c'est les frères, les cousins, les machins. On les met là-bas. Ils ne sont pas là par mérite. Dans la police, pareil. Sur 526, il y a 450 de la même région. C'est la même chose. On a mis les enfants, les frères, les cousins, les tantes, on les met tous là-bas. Et le moment venu, ils vont défendre la famille. C'est devenu une affaire de famille. Le moment venu, ils vont défendre la famille. Les autres Camerounais vont les tuer sans état d'âme. C'est ça qui se prépare. Donc chaque Camerounais doit être prêt. Je me rappelle, j'avais fait un post qui a été beaucoup partagé où j'avais dit que ne soyez pas dupes, le sang va se verser. Ne soyez pas dupes. On va aller aux élections, on doit aller aux élections. On doit surveiller nos votes, mais on doit être prêt au combat ultime. Je le dis tous les jours. La société camerounaise aujourd'hui fonctionne comment? Je vous prends un exemple simple. Une société de médiocrité. Je vous explique. J'ai expliqué ça dans mon dernier direct. Je vous réexplique comment ça se passe. Des policiers qui sont formés, non pas pour vous protéger, mais pour vous mater. Et quand ils sont en route, quand on les met en route, ce n'est pas pour votre sécurité, c'est pour vous extorquer. Ce sont des extorqueurs internationalement reconnus. Ils sont en route, non pas pour votre sécurité, mais pour vous extorquer de l'argent. S'ils sont en route pour vous faire le contrôle, c'est pour avoir les 500, les 1000 francs. Parce qu'à la fin de la soirée, ils vont donner une quote-part au commissaire. Le commissaire, lui aussi, pour se maintenir en poste, va donner une quote-part à son patron qui a fait qu'on le nomme commissaire à ce poste-là. C'est comme ça que ça fonctionne. En ce qui concerne le contrôle routier, rien que je prends ce secteur. Vous avez un policier, quand il sait qu'il sort le matin chez lui, il va au commissariat. Avec ses accointances, avec son commissaire, on le met en route à un point stratégique. Il va contrôler les taximans. Non pas pour vérifier si les taximans sont en règle, mais pour prendre les 500, les 1000 francs. Donc, il va prendre 1000 francs comme ça là, chaque jour. Chaque jour. À au moins, disons au moins 100 taximans. Donc 100 véhicules, 100 chauffeurs. Ça fait 100 000 francs. Et 100 là, c'est le plus petit chiffre. Parce qu'il peut contrôler au moins 1000 voitures en une journée. Vous savez que les villes comme Yaoundé, Douala surtout, sont tellement touffues. Au moins, c'est-à-dire le trafic est abondant. Il y en a qui vont donner 500 000 francs, ça dépend. Donc, si on part à 1000 francs, vous allez voir que s'il contrôle 100 véhicules, il a 100 000 francs. Dans les 100 000 francs, il y a un pourcentage qu'il doit déposer chez le commissaire le soir quand il rentre. Donc, vous avez un policier, il sait que chaque matin, quand il part chez lui, le soir, quand il va revenir, il aura au moins 50 000 francs dans ses poches. Au moins 50 000 francs dans ses poches tous les jours. Si bien que quand on voulait punir un policier, on lui dit que bon, on ne va pas t'envoyer en route pendant 2 semaines. Il devient malade. Parce qu'il sait que 2 semaines, 50 000 chaque jour, il résout ses problèmes comme d'habitude. Un policier comme celui-là, vous pensez un seul instant que lui-là, quand il va entendre qu'il y aura changement, changement qui signifie qu'il n'aura plus cette possibilité d'extorquer les gens-là. Vous pensez qu'il sera content du changement? Non. Quand on va lui dire il va tuer sans réfléchir. C'est ce qui se passe au Nozo. Hein. Donc, pendant qu'ils sont en train de se préparer, nous devons nous préparer de notre côté. D'ailleurs, je sais que les Camerounais sont d'abord énervés contre ce régime. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils font ça, les autres Camerounais se sentent délaissés et ils comprennent une fois que, en fait, c'est eux contre le reste du Cameroun. C'est à ce moment que toutes les autres régions du Cameroun comprennent qu'en réalité, c'est ces gens-là contre le reste du Cameroun. Et oui. Donc, les actes de conservation du pouvoir deviennent des actes de changement à ce moment. Ce n'est pas une affaire trop compliquée à comprendre. Ils sont en train de se préparer. Et pendant qu'ils se préparent, nous-mêmes, on ne doit pas venir mal. On doit aussi bien se préparer. Mais je puis vous rassurer que ils peuvent recruter 100 000 soldats, chose d'abord qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il faut l'argent pour les payer.
Ils peuvent recruter 100 000 soldats, ça ne change rien. Les Camerounais sont 30 millions. 30 millions. Donc ça veut dire que si même 2 millions seulement sont engagés, 2 millions seulement sont engagés, ils vont fuir. Ils vont fuir. Et quand ils se comportent comme ça, moi je vais vous dire ce qui pourrait aussi facilement arriver. C'est qu'ils pourraient même avoir une mutinerie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand le peuple va commencer à sortir et que certains policiers et militaires vont chercher à ouvrir le feu, les gars, même dans leur propre rang, il y en aura qui vont dire, mais non, parmi ces gens, il peut y avoir les membres de ma famille. Et c'est comme ça que les gars vont commencer les disputes internes. Et ça peut imploser de l'intérieur. Donc vous voyez que les intentions qu'ils ont peuvent se retourner contre eux. Ça va d'ailleurs se retourner contre eux. Parce que dans l'armée aujourd'hui, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas du tout contents. Beaucoup de soldats se sentent délaissés au profit toujours des frères du village. Et lui, moi je vous dis, il y a des postes comme peut-être les pompistes, les ceci. Vous avez certains militaires qu'on envoie en guerre et d'autres militaires qui ne partent jamais en guerre. Vous croyez que les autres sont contents? Non. Les camarades ne sont pas contents. C'est ceux qui subissent qui se battent. Laura de Colmar, vous aimez trop provoquer. C'est ceux qui subissent qui se battent. Quand tu es en feu, moi je ne suis pas en feu. Je vais seulement chercher l'extincteur. Mais c'est toi qui dois d'abord te battre parce que tu es en feu. Le fait pour moi de parler, c'est parce que j'ai de la compassion. Et vous ne connaissez pas l'humanisme, vous n'avez pas le cœur d'humain. C'est vous qui souffrez. C'est ceux qui souffrent qui doivent se battre pour leur liberté. Ceux-là n'ont pas à attendre que d'autres personnes viennent se battre pour eux. Les Sénégalais n'ont pas attendu que les Sénégalais de la diaspora viennent se battre pour eux sur place au Sénégal. Parce qu'ils sont conscients. Ils savent que les conditions de vie désastreuses qu'ils vivent là, c'est eux, c'est eux. Ça les concerne, ça ne concerne pas la diaspora. Et donc, ils n'ont pas demandé à la diaspora de venir combattre avec eux sur place au Sénégal. Non, au contraire. Ils ont dit à la diaspora que restez là-bas. Nous, on va se battre pour notre droit. Il n'y a qu'au Cameroun. Le Cameroun est un pays formidable. Les Camerounais, dans la bêtise, sont devenus exceptionnellement champions. Dans l'Afrique, en Afrique. Dans tous les pays où les gens se battent. Vous n'avez jamais vu, c'est-à-dire quand vous suivez leurs activistes sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais vu des ignominieux venir demander à leurs activistes qui sont en diaspora que venez, on se bat ensemble. Jamais vous n'avez vu. Mais au Cameroun, les gens sont dans la souffrance absolue. Mais il y a certains incongrus qui vont quand même demander à ceux qui dénoncent leur souffrance, parce qu'en réalité, eux qui sont au Cameroun ont même de la peine à dénoncer, parce que même la connexion Internet, ils n'ont pas. C'est toujours à nous qu'ils envoient leur souffrance. Quand on poste la souffrance des Camerounais sur les réseaux sociaux, là, c'est parce que nous sommes au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui souffrent, qui nous envoient. Hein? Donc c'est à eux de se battre pour s'en sortir. C'est comme ça. Ce n'est pas seulement à eux de décrire leurs difficultés. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Quand les journalistes parlent des problèmes qu'il y a partout en route, là, c'est parce que les journalistes souffrent. Quand tu allumes ta télé le matin, tu suis le journal, on dit qu'à tel endroit, il y a eu un incendie, tel endroit, un homme a assassiné sa femme, tel endroit, ceci, tel endroit, cela. C'est parce que le journaliste est parti participer. Donc, depuis quand est-ce qu'il faut vivre la souffrance pour pouvoir décrire ou bien dénoncer cette souffrance-là? C'est pour ça que je dis que vous avez perdu le cœur d'humain. Vous avez perdu le cœur d'humain. C'est même le fait pour nous de parler qui leur donne le courage de parler aussi. Parce qu'aujourd'hui, les voix s'élèvent au Cameroun partout si vous n'êtes pas au courant. Les voix s'élèvent partout au Cameroun. Les gens ont le courage aujourd'hui de parler de ce qu'ils ne pouvaient pas parler hier. Et je pense quand même que
quoi qu'on dise, les Camerounais sont devenus de plus en plus conscients. Ah oui, ce n'est même pas que je pense, c'est une réalité. Donc, moi, j'ai allumé mon téléphone aujourd'hui. Bon, ma tablette, mon téléphone, c'est pareil pour faire... oui, par exemple, les dépenses, voilà. Pour faire ce live, afin de préciser aux uns et aux autres que la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Les gens là sont en train de préparer exactement ce qu'on vous décrivait ici depuis. Préparez-vous aussi. Oui, quand je porte l'habit rose, je suis violent. Eh oui, ça a toujours été comme ça pour ceux qui me connaissent. Quand ils me voient en rose, ils savent que c'est la violence. Les gens là sont en train de se préparer à vous mater. Donc, chaque Camerounais aussi doit se préparer. Vous vous rappelez, à chacun son niais. Répertoriez. Oh, répertoriez tous les policiers. Si tu as un policier, un gendarme, un militaire dans ton quartier, il faut déjà cibler sa maison. Il faut les cibler. Parce que le moment venu, on va leur dire que si votre collègue ouvre le feu sur un Camerounais, vous serez le premier à subir. C'est pour ça que je dis aux gens que allez dans vos quartiers, les policiers, les militaires, ciblez-les. Eux et leurs familles, hein, pas seulement eux. Je dis eux et leurs familles. On va commencer à leur envoyer le message au début de l'année prochaine. À chacun son niais. Leur famille et eux, si on dit comme ça aussi en français. Il faut les cibler. On va leur faire savoir. Vous allez nous envoyer les noms, les quartiers. On va seulement poster sur les réseaux sociaux. En leur disant que le moment venu, si vous retournez les armes contre le peuple qui vous paye, vous allez subir les conséquences avec vos familles. Ce sont leurs familles même qui vont leur dire que vous savez, n'essayez même pas. Parce que quand on va les poster, que tel inspecteur ou bien gardien de la paix, il vit dans tel quartier, il fait dans... Nous là, on va poster. Donnez-nous seulement les informations sur eux. Vous connaissez un militaire, vous connaissez un gendarme, vous connaissez un policier, donnez-nous les informations sur eux. Nous, on va poster. Le moment venu, si un policier ouvre le feu sur un Camerounais, ils vont subir la même chose. C'est comme ça qu'un peuple se libère. Un peuple ne se libère pas dans la blague. Un peuple se libère quand lui-même il est prêt à l'extrême. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce qu'on demande à ces gens, c'est respecter la vérité des urnes. C'est tout ce qu'on leur demande. Rien d'autre. Donc, ça veut dire que s'ils font n'importe quoi, c'est eux qui auront cherché. S'ils font n'importe quoi, c'est eux qui auront cherché. Laura de Colmar, est-ce que tu sais que si moi je suis en face de toi, je peux t'arracher la gorge? On n'est pas camarades. Donc si tu crois qu'on est ici en train de blaguer ou bien que c'est les affaires de Congo, ça va très loin. Parce que les gens comme vous là, je suis en face de toi là comme ça là, j'arrache ta gorge, on te met à l'oubli, fini, terminé. Je vous ai déjà dit que ne venez pas dans mes lives. Je ne m'amuse pas. Je ne suis pas un blagueur. Quand je parle, les gens pensent tout. Parce que Max, il blague toujours. Max, il fait les trucs, il fait les trucs, il fait les trucs. On parle des choses sérieuses. Allez au Congo ça. Allez au Congo ça. Allez au Congo ça. Je vous dis toujours ça chaque fois. Allez au Congo ça. Ne venez pas à vous penser qu'on est en train de s'amuser quand on parle des affaires comme ça là. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la rigolade. Faites attention. Mon live veut même se couper. Ils veulent couper mon live. Les gars, mettez les cœurs d'abord avant que je continue de parler. Ils veulent couper mon live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez, tapotez, arrivez à un bon nombre de cœurs d'abord avant que je continue de parler. Ils veulent couper le live. Ils ont mis le puzzle là, il fallait que je remplisse ça. Ça veut dire que le live est attaqué. Ils veulent couper.
De la même manière que le Biya n'a pas froid aux yeux là, c'est comme ça que moi-même je n'ai pas froid aux yeux. De la même manière, c'est comme ça que moi je n'ai pas froid aux yeux. Si tu veux venir vers moi, il faut être prêt. Parce que moi je suis prêt à réagir à tout moment. Les gens meurent. Les gens sont pris dans un engrenage infernal dans ce pays-là. Des bébés meurent pendant que la fille du chef de l'État utilise notre argent pour louer les jets privés à 11 000 € de l'heure. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Avoir une couveuse à l'hôpital, c'est un problème. Il n'y en a pas. Les gens qui souffrent d'insuffisance rénale n'ont pas moyen de faire les dialyses parce que les machines de dialyse manquent. On envoie les médicaments pour les malades de VIH. Les gars la détournent. L'OMS envoie de l'argent pour lutter contre certaines maladies. Les gars volent. Pendant que le corona tuait les Camerounais comme les mouches, on envoie 180 milliards. Les gars volent. D'autres ont même pitié de nous. Ils donnent le riz. Le riz. Les gars volent le riz. Ils volent le riz qu'on a donné, que bon donné aux Camerounais, ils ont faim. Ils volent. Vous voulez qu'on ait un sentiment de quoi? De pitié avec ces gens-là? Vous voulez qu'on ait un sentiment de pitié avec ces gens-là? Ils n'ont pas pitié de nous. Nous, on n'a pas pitié d'eux. C'est la guerre comme à la guerre. Des gens qui pensent que c'est la rigolade ici, passez votre route, passez vos routes. Parce que le jour que je vais remarquer une personne, je ne vous dis rien. Voilà. Rien que la couveuse. Je vous ai fait toute une vidéo ici pour vous décrire cette histoire. La couveuse, la plus chère, coûte 2000 $. La couveuse. Quand tu regardes l'argent que Brenda Biya dépense dans les hôtels, notre argent, on pouvait mettre les couveuses partout au Cameroun. Créer des centres rien que pour les couveuses, pour les nouveau-nés. Un pays qui n'a pas d'assurance santé, ne serait-ce que pour les enfants, en réalité n'est pas un pays. Ce n'est pas... cet endroit ne peut pas être considéré comme un pays. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vous prends l'exemple d'ici où je suis. Les enfants, c'est la priorité absolue. Jusqu'à leur majorité. Je dis la priorité absolue. De la naissance jusqu'à la majorité, l'enfant est une priorité absolue. Un pays qui ne respecte pas ces principes, mais ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Au Cameroun, on vous parle de... Au nord Cameroun, on vous parle de 4 millions de personnes qui sont en insuffisance alimentaire. Les enfants sont à 90% concernés. Les enfants. Non, les enfants meurent de famine encore au Cameroun aujourd'hui. Alors que Brenda Biya, quand elle veut marcher pour aller dans ses bêtises, elle a au moins 8 véhicules dont chacun coûte au moins 200 millions. Elle roule avec un cortège de 8 véhicules. Le carburant qu'on met dedans, c'est qui? L'argent qui a acheté les véhicules là, c'est qui? Mais pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir de famine. 4 millions de Camerounais sont en insuffisance alimentaire au Cameroun. 4 millions. En majorité au nord du Cameroun. Et dans les 4 millions, on parle de 90% d'enfants. « 90% d'enfants sur 4 millions, ça veut dire que quoi? 3 600 000. 3 600 000 enfants peuvent mourir d'un jour ou l'autre parce qu'ils sont en insuffisance alimentaire. Au Cameroun, un pays avec, je ne sais pas, au moins 80% des terres du Cameroun sont arabes. On peut cultiver partout au Cameroun. J'ai dit au moins 80% du territoire camerounais, on peut cultiver partout. Mais les enfants meurent encore de famine au Cameroun. Comment ça se fait? Vous avez des villes comme Douala, Yaoundé, le choléra. Vous avez des villes en plein Yaoundé. Il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour caca.
Parce que les cacas sortent, ça se verse, c'est partout. C'est partout, partout, partout. Même traiter les déchets, incapable. Vous savez quelles sont les maladies que vous pouvez constater avec ces histoires? On vous a dit que le Cameroun a lutté fièrement contre le corona. Je vous ai dit que c'est faux. Archi faux. Parce que les autres ici, ils ont eu des statistiques des personnes qui étaient touchées par le corona. Parce qu'ils ont, c'est-à-dire quoi, ils ont le matériel pour ça. Au Cameroun, vous avez quel matériel pour détecter les personnes qui ont été touchées par le corona jusqu'à et compter les morts et tout, et tout, et tout. C'est bien parce que vous êtes dans l'ignorance que vous dites que ouais, on a bien combattu le corona parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts qui ont été déclarés. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant de quelque chose que ça n'existe pas. Si je vous dis ça tous les jours. Au Cameroun, les gens mouraient du corona comme les mouches. Sauf qu'il n'y a pas une unité de comptage, il n'y a pas de mesures qui sont prises au Cameroun pour recenser que ce soit les malades ou bien les morts. Donc les gens mouraient partout dans les maisons à tort et à travers. On ne pouvait pas les recenser parce qu'il n'y a pas de matériaux pour les recenser. Ici, là, vous êtes tous enregistrés dans un système. Donc quand quelqu'un est malade, il appelle le docteur diagnostique le corona. Au Cameroun, là-bas, chez vous, là, vous faisiez comment? Il y a des endroits où, à 40 km à la ronde, il n'y a pas de docteur. 40 km à la ronde, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas d'hôpitaux. Vous allez voir un petit centre de santé comme ça avec une infirmière juste qu'on a sorti dans le tas comme ça, on a envoyé là-bas. C'est tout. Et même quand on dit centre de santé, c'est-à-dire quoi? Une petite hutte de fortune. Donc les gens sont sauvagement morts du corona au Cameroun. C'est juste qu'il n'y avait pas moyen de donner des vrais chiffres. Et aujourd'hui, malgré tout ça, après avoir volé le riz, après avoir détourné l'argent qui devait servir à soigner les Camerounais, après avoir détourné les médicaments qui sont envoyés tout le temps par l'OMS, on va venir maintenant former les militaires et les policiers avec l'argent du contribuable. Hein. On va former les frères du village pour tuer le contribuable. On prend l'argent du contribuable, on forme les frères du village pour tuer le contribuable. Ou alors pour essayer d'intimider. Je vais dire ça. Ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. À ceux qui sont dans les églises tous les jours, sortez de là. Battez-vous pour votre avenir parce qu'il n'y a aucun avenir dans les églises. À part vous escroquer de l'argent. J'ai vu un pasteur qui vend les maisons au paradis. Il vend les terrains au paradis. Et les gens achètent. Il dit que Dieu lui a parlé. Il vend les terrains au paradis. Il y a les hectares de terrain. Et les gens achètent. Au paradis. Tout ça doit s'arrêter. Quand les autorités permettent ce genre de choses, c'est bien parce qu'on veut maintenir le peuple dans une certaine, je ne sais pas, dans un certain endormissement. Ça veut dire que tous ces pasteurs-là, parce qu'en réalité, ce que vous entendez, église de réveil, machin là, leur fond de commerce, c'est la pauvreté et la souffrance. Parce que dans un pays où les gens sont à l'aise, ils n'auront pas de base de prêche. Ils n'auront pas de base. Parce qu'on vous a dit que la pauvreté, la souffrance, machin, c'est le fait de Satan. Donc tant que Satan vit, l'église respire. Tant que Satan est là, l'église va vivre. Tant que la souffrance, la pauvreté sont là, les églises vont prospérer. C'est comme ça. C'est la base de ces histoires-là. On va déresponsabiliser les dirigeants de vos pays. On va toujours vous dire que si tu es pauvre, c'est à cause de Satan. Si tu n'as pas de travail, c'est à cause de Satan. Il faut prier, tu auras le travail. Il faut prier, tu auras l'argent. Il faut prier, c'est Satan. On déresponsabilise les dirigeants. Et donc les dirigeants vont encourager ça. Parce que tant que les pasteurs et tous ces gens-là sont là, les dirigeants sont tranquilles.
Rien n'est de leur faute. C'est de la faute à Satan. Vous allez voir, les gens prennent la route Douala-Yaoundé. C'est les prières. Ils sont dans le bus en train de prier. Mais, oh, ils font 6 heures de temps sur 200 km. 6 heures de temps. Ils sont seulement en train de prier pendant 6 heures de temps parce qu'ils veulent faire un petit trajet de Douala pour Yaoundé ou bien Yaoundé-Douala. Quand tu vas venir leur parler, ils vont dire que c'est Dieu qui nous protège. On remet notre vie entre les mains du Seigneur. Vraiment, quand on prend la route-ci, c'est Dieu qui nous protège. Quand on prend la route-ci, vraiment, c'est Dieu qui nous protège. Voilà leur raisonnement. Ils sont perdus. À aucun moment, ils ne pointent du doigt la responsabilité des dirigeants qui ont normalement de l'argent pour construire des bonnes routes. Parce que moi, je n'ai jamais vu les gens prier quand ils prennent la route, peut-être, disons, Paris-Lyon. Hein. Moi, je n'ai jamais vu. Au contraire, les gens sont assis dans le bus, les pieds en l'air, croisés sur les téléphones ou bien sur les PSP en train de jouer, écouteurs en train de suivre la musique. D'autres sont à l'aise en train de dormir. Les gens sont à l'aise, relax. Quand ils prennent la route, quand ils veulent prendre le bus, même s'ils veulent quitter de la France pour aller en Italie, ou en Slovénie, ou en Norvège, je ne sais où, en Angleterre, n'importe où, les gens sont relax dans le bus. Parce qu'ils n'ont pas peur de la route. Quand on parle de pourcentage des accidents, tellement minime que c'est inexistant. Mais lorsque les gens veulent prendre la route, Yaoundé, Douala, les 2 principales villes du Cameroun, Wembe, ha! Si tu n'es pas croyant le jour là, tu vas finir par être croyant, mon frère. Parce qu'à la fin, quand vous arrivez, les gens vont dire que c'est à cause des prières que vous êtes bien arrivés. C'est ça. Tous les jours, quand vous prenez cette route, vous mettez vos vies en danger. Les responsables, c'est qui? C'est les dirigeants. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on prépare les populations dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça devient dangereux au moment où ces gens, avec la complicité de vos dirigeants, ces pasteurs, bonbons pasteurs là, avec la complicité de vos dirigeants, ont fait de cette histoire un business où il y a tellement d'argent que si quelqu'un essaie de démanteler ce business, il met sa vie en danger directement. Directement. Donc c'est devenu une mafia. C'est devenu une mafia. Il y a un individu là qui dit que si ça c'est pour toi, si tu pouvais trouver un moyen de te faire de l'argent hors du Cameroun, la gouvernance du Cameroun n'allait pas te préoccuper. Quand je vous dis que quand on va se retrouver là, quand ce sera chaud là, il y a les gens à qui je vais arracher la gorge. Vous croyez que c'est la blague? Tu t'adresses à qui? C'est terrible. Il y a tellement de facteurs qui vont empêcher les Camerounais, une certaine catégorie en tout cas de Camerounais, à se lever. Il y a un certain, c'est-à-dire il y a ce facteur gênant là, c'est les églises là, on doit combattre ça aussi. On doit combattre ça. Sachez une chose, quand moi je parle toujours de mes trucs, je vous précise. Je n'ai pas un moyen de vous prouver qu'il existe un Dieu ou pas. Mais si j'ai une certitude, c'est que les dieux importés des Occidentaux, qu'on nous a imposés par la force du fouet et de la mort, c'est pas ça, les dieux. Ce n'est pas ça, Dieu. S'il y a un Dieu qui existe, personne ne sait. Personne, je dis bien personne,
ne sait qui c'est ou qui il est. Je ne sais pas trop. Par exemple, vous dites même il, vous ne savez pas si c'est le féminin, le masculin. C'est-à-dire, vous avez déjà catégorisé un soi-disant Dieu quelque part. C'est ça qui détruit l'Afrique, une grande partie de l'Afrique. Voilà pourquoi je m'attaque souvent à des personnes qui viennent me parler de panafricanisme. En même temps, ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Moi, j'avais dit un jour, toujours dans une interview là sur n'est-ce pas, il y avait un média qui m'avait interviewé. C'était en fin 2021, je crois, oui. C'était un média français. Le nom, c'est quoi? Oui. On parlait aussi des affaires, n'est-ce pas, des relations avec l'Afrique, l'Occident, manani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Et donc, il y avait un frère africain là aussi qui disait que lui, il est croyant, nanani, nanana. Il dit que, mais mon frère, tu ne peux pas dire que tu es panafricaniste, en même temps, tu dis que tu es un croyant, tu crois aux religions importées. Vous vous trompez vous-même. Que tu sois musulman, chrétien, tout ce que vous dites là, vous ne pouvez pas. Parce que ça, c'est pas l'Afrique. On ne peut pas rentrer dans ce débat maintenant. Mais je vous dis déjà pourquoi j'ai certains problèmes avec certains individus qui sont totalement incohérents, même les dirigeants. Un dirigeant qui se dit défenseur de l'Afrique panafricaniste, mais musulman ou chrétien, pour moi, c'est un perdu. Voilà. Parce que quand on veut être panafricaniste, c'est tous les principes et les valeurs, tout ça mélangé. On ne déteste pas le porc et on mange la viande du porc. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Donc, en fait, je suis dans le domaine des religions qui font endormir le peuple, qui empêchent le peuple de se lever. Ces religions qui empêchent le peuple de se lever, de se battre pour ses droits. Ces affaires d'église de réveil. On doit combattre ça farouchement au Cameroun. Les gens doivent sortir des églises pour se battre pour leurs droits. Le responsable de ta misère et de ta pauvreté, toi Camerounais, c'est Paul Biya, ce n'est pas Satan. Donc, s'il y a même un Satan au Cameroun, c'est Paul Biya, en réalité. Donc, si tu cherches Satan et ses démons, sache que c'est Paul Biya. Les démons de Satan, de Paul Biya, ce sont tous ces gens-là, ces gens qui dirigent le Cameroun, ce sont eux. Parce que lorsqu'on veut même approfondir ces histoires de divinité, ce sont des métaphores. Tout simplement. Donc c'est à chacun de voir. Ton problème au Cameroun, c'est qui? Ton problème au Cameroun, c'est quoi? C'est qui? C'est Paul Biya et sa malgouvernance. C'est ses ministres qui pillent l'argent du peuple pendant que tu souffres. Donc c'est Satan. Donc si tu veux combattre Satan, il n'est pas à l'église. Va, c'est Paul Biya. Mets-toi debout, droit dans tes bottes. Bats-toi pour tes droits. Parce que c'est Paul Biya qui t'empêche d'avoir les droits d'un être humain. Est-ce qu'on est clair? Si on est clair, mettez oui en commentaire. Et tapotez encore l'écran, mettez les cœurs. Moi, je n'aime pas que les gens... Je sais pas. Si on est clair, mettez oui en commentaire et mettez les cœurs. Les Africains doivent sortir de ces histoires. Ça nous endort, ça nous tue. Ça rend le peuple docile même. Pourtant, normalement, on n'a pas besoin de rendre un peuple docile. On a juste besoin de mettre le peuple à l'aise. C'est ça. On n'a pas besoin de rendre un peuple docile. On n'a pas besoin de soumettre un peuple. On a besoin de mettre un peuple à l'aise. C'est tout. Fais tout pour que le peuple soit à l'aise. C'est la base. Chercher à soumettre un peuple, c'est chercher à le dominer. Vous ne pouvez pas chercher à dominer un peuple et dire que vous le respectez. Non. Gouverner doit être un sacerdoce. Il est inadmissible que les personnes qui ont les postes de responsabilité, qui sont censées diriger nos pays, sont les plus riches. Ça n'a pas de sens. Un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun, où tu vois le président de la République, un nanti, c'est-à-dire c'est un multimilliardaire,
Ses enfants sucent l'argent du pays. Brenda Bia peut manger, je ne sais pas, 10% du PIB du Cameroun par mois ou par an, je ne sais pas. Les enfants du président sont bien nantis, ils peuvent rouler en jet privé, c'est-à-dire que quoi, ils peuvent aller en jet privé, alors que le pays lui-même n'a pas d'avion. Le pays lui-même n'a pas d'avion, mais la fille du chef de l'État peut se permettre des jets privés à 11 000 € de l'heure. 11 000 € de l'heure. Près de 7 millions de francs. De l'heure. Donc quand elle va quitter de Paris pour Yaoundé, c'est 6 heures. Fais 7 millions fois 6. Tu vois. Vous vous rendez compte? Alors que notre pays n'a pas d'avion. On n'a pas de route. Ce n'est pas normal. On ne cherche pas à soumettre un peuple. On doit tout faire pour mettre le peuple à l'aise. Être président ne veut pas dire se remplir les poches. Il ne faut pas confondre servir et se servir. Ce que nos dirigeants font en Afrique actuellement, c'est qu'ils se servent. Et ils mettent autour d'eux une mafia qui n'aura pour seul but que de se maintenir au pouvoir, au détriment de la majorité écrasante du peuple. Et si on veut un peu approfondir cette réflexion, on dira que c'est le peuple qui est responsable de sa misère. Mais pour que le peuple se rende compte de sa responsabilité face à la misère qu'il vit au quotidien, il faut bien décrier la malgouvernance des gens à qui le peuple a confié les rênes du pays. C'est un peu complexe, non? C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je le dis tous les jours. Si on veut approfondir nos réflexions concernant, disons, le Cameroun, c'est mon pays, je le maîtrise. On dira que le peuple camerounais est le seul et unique responsable. Et donc, ce sera une façon peut-être de dire que Paul Biya a fait ce qu'il fait. Tant que le peuple camerounais ne se lève pas, ça veut dire qu'il accepte. Et donc, il continue. On peut parfois dire ça pour intriguer. Mais la réalité est la suivante. Si on ne dénonce pas les agissements de ceux qui dirigent, le peuple pourra ne même pas se rendre compte de sa propre responsabilité. Parce que dans la majorité des cas, les peuples ne sont pas au courant que c'est eux les vrais patrons. Il faut un déclic. C'est pour ça que nous sommes dans ce combat. Pour activer ce déclic-là. Cette étincelle. Pour enflammer les consciences. Oui, chaque peuple mérite ses dirigeants. Effectivement, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. En bien ou en mal. Ça veut dire que si un peuple décide qu'il doit avoir des bons dirigeants, il aura des bons dirigeants. Si un peuple décide qu'il mérite des mauvais dirigeants, il aura des mauvais dirigeants. C'est comme ça. Les deux vont de pair. En France, les présidents ne peuvent pas blaguer avec la population parce qu'ils savent que la population est capable de les renverser. En 2 secondes, il est à terre. Donc, il va tout faire pour mettre au minimum la population à l'aise. Par contre, au Cameroun, à l'heure où nous sommes, Paul Biya n'a pas peur parce qu'il se dit que le peuple camerounais, rien, ils ne peuvent pas me renverser. Parfois, ça peut aussi être un avantage quand le peuple devient suffisamment mûr et conscient. L'avantage serait que lui, il est tellement confortable dans sa position en disant « Ah, car les Camerounais ne peuvent rien faire. » Et poum, surprise. Il est surpris que la surprise le surprenne. Et c'est bien ce que nous comptons faire avec le peuple camerounais là. 2025. Ah, Zandouane. Oh, les gars,
Recensez les militaires, les policiers que vous connaissez, recensez-les. Envoyez-nous envoyez-nous tout ce que vous connaissez. Envoyez-nous. Si vous avez même leurs photos données, on va les poster sur les réseaux sociaux. C'est toute une campagne qu'on doit faire. Toute une campagne. On les poste. Moi, par exemple, je n'ai pas peur. Aucun policier ne peut m'inquiéter ou même militaire. Envoyez-moi, je vais poster. Comme ça, le jour où quelqu'un, vous voyez un peu, le jour où un de ses collègues va tirer sur un Camerounais pendant une manifestation, il sera le premier à subir. Les Camerounais sauront au moins où se trouvent les policiers et les militaires à ce moment-là. Donc ça veut dire que même si les gens qui le connaissent ne peuvent pas s'en prendre à lui, d'autres iront s'en prendre à lui. Sachant que bon, si à Mimbomani, il y a un policier, il y a un militaire, il y a un machin, et qu'on a tiré sur les manifestants, on a tué ma famille de tel côté. Mon frère, toi-même, tu vas subir. C'est ça la triste réalité. Parce que, comme on dit, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si les pays se regardent aujourd'hui et ne s'attaquent pas, des grands pays, les grandes puissances là, c'est parce qu'il y a un équilibre de la terreur. C'est ça qui fait régner la paix. Ah oui, hein? L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Donc si les militaires là n'ont pas aussi peur de vous, en disant que, hey, voilà les Camerounais qui ont commencé à nous recenser, on nous poste sur les réseaux sociaux là, ça va créer une peur. Oui, ça va créer une peur. Ça va créer une peur en eux. Que, hey, voilà, on poste derrière ma famille. Parce que les gens comme ça, là, ils aiment protéger leur famille. Hein. Voilà qu'on poste derrière ma famille. Vous allez voir même les familles des militaires là, vont dire, hey, voilà qu'on nous poste derrière sur les réseaux sociaux. Oh, pardon. Oh. Respectez les droits de l'homme. Oh. Ne tirez pas sur les Camerounais. Oh. Si les Camerounais veulent la vérité des urnes, laissez-les accéder à la vérité des urnes. Oh. Ne vous mettez pas, ne vous érigez pas en bouclier des politiciens qui volent, qui pillent le pays. Oh. Laissez les Camerounais revendiquer. Oh. Leurs propres familles vont leur mettre cette pression. Et c'est comme ça que vous allez voir que ces politocars vont se retrouver coincés. C'est effectivement la meilleure technique ACB. Créer un équilibre de la terreur. C'est ça qui fera en sorte que, le moment venu, les policiers, les militaires disent aux politiciens qui veulent voler les élections que, hey, pardon, pardon. Les gens de l'ECAM, ceux qui sont en charge des élections, eux-mêmes, ils reçoivent les menaces. Hein. Le RDPC agit comme je vous dis là. Ils reçoivent aussi des menaces. On leur donne de l'argent et en même temps, on leur dit que si vous faillissez à vos engagements, vous allez lire. Donc nous aussi, on va entrer dans le même schéma, même avec les gens de l'ECAM. Oui, tous les gens qui seront responsables des bureaux de vote, vous croyez que vous allez vous en sortir facilement? Vous rêvez. Même vous, on vous aura à l'œil. Essayez de blaguer avec les résultats d'un bureau de vote. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. À la guerre comme à la guerre. Vous allez faire votre travail. Effectivement, Jules Blaise, ils vont faire leur travail. En toute transparence. Si vous avez été habitué dans la tricherie, la supercherie, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Nous, on vous met au courant. Parce qu'on sait qu'on ne fait rien de mal. On vous dit toujours ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Vous le savez. On fait toujours ce qu'on dit. Et avant de le faire, on vous dit toujours ce qu'on fait. Ah oui. Ah oui. Donc même les responsables de l'ECAM, tout ce qu'on vous demande, c'est la vérité. Ce n'est pas compliqué. Donc si vous entrez dans le mensonge, la supercherie, la duperie, l'arnaque, pour tronquer la vérité en mensonge, vous aurez cherché ce qui va vous arriver. Ce ne sont pas des menaces. C'est juste une triste réalité. Triste pour vous. Hein? Parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus rien à perdre. Si vous voulez danser le Mendumba, on va danser le Mendumba. Si vous voulez danser la Siko, we go dance. Vous voulez danser le Makossa, no problème, no day. On va danser le Makossa. Le Mangambe, vous voulez danser quoi? On va danser.
Si vous voulez qu'on aille danser à Tchouvok, on va aller à Tchouvok, on va danser. Si vous voulez qu'on aille danser à Mokolo, on va aller danser à Mokolo. Si vous voulez qu'on aille danser à Melundu, je ne sais où là, on va seulement aller danser là-bas. Toujours est-il qu'on va danser à votre rythme. Essayez de voler, vous allez voir. Essayez de vouloir truquer, vous allez voir. Tous les responsables d'Ele Kamoussi, vous allez passer au fil. Ce pays-là va changer de gré ou de force. Sachez-le. Mais oui, non, David Bafou. N'est-ce pas, nous, on prend acte de tout ça en Afrique. Et oui, les Kenyans ont mis en garde les députés qui votent contre le peuple et tout. Nous-mêmes, on a vu tout ça, non, mon gars? Tu connais. Nous, on prend seulement exemple sur tout ce qui se passe en Afrique devant nos yeux. Donc, les gens vont croire peut-être que nous, on parle au hasard. Non, c'est parce que nous, on passe le temps à scruter l'actualité politique ailleurs. Et on voit les stratégies que les gens adoptent pour que la vérité soit dite. C'est ça que nous, on va mettre en application au Cameroun. Vous croyez qu'on prend toutes nos idées là d'où? Ah oui. Ils ne connaissent pas, David. Ils ne connaissent pas. Ils pensent que nous, on sort les idées, ça tombe du ciel. Non, ça a fonctionné ailleurs. Ça va fonctionner au Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas, ne se trouve pas sur une planète à part. Et je vous ai dit que l'avantage que nous avons, c'est que nous, on vous connaît. On connaît comment vous fonctionnez, sauf que vous ne connaissez pas ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Donc, mes très chers frères et sœurs, vous avez été très nombreux encore ce soir pour ce live inopiné, imprévu. J'aimerais bien qu'on fasse vraiment des programmes live où on pourra faire des lives vraiment participatifs. Désolé si ces jours-ci je fais beaucoup plus des monologues, c'est parce que j'ai besoin de m'exprimer parfois sur certains sujets. C'est surtout les raisons pour lesquelles je lance parfois des lives inopinés comme ça. Parce que quand j'annonce parfois des lives, vous serez surpris, mais ceux qui me combattent sont très nombreux à se connecter pour signaler. Ça s'est fait sur Facebook, ça s'est fait déjà aussi ici. Donc quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, je veux vraiment faire un live et je vais m'exprimer sur le sujet, même si ce n'est pas de fond en comble, mais au moins à un certain niveau. Et pour terminer aujourd'hui, je veux saluer tous les jeunes combattants qui sont sur TikTok en train de faire des lives tout le temps pour sensibiliser en ce qui concerne le Cameroun et l'Afrique aussi. Mais je vais m'adresser particulièrement, n'est-ce pas, à ceux qui parlent beaucoup plus du Cameroun, des problèmes du Cameroun et tout et tout. Je vais vous encourager. Quand j'ai parfois des possibilités, je viens dans vos lives, je participe aussi quand je peux. Et quand je ne peux pas, je vous écoute parce que c'est parfois compliqué. Vous savez, ici, nous sommes dans des pays où c'est l'occupation, occupation, occupation. Et aussi, je suivais un live aussi aujourd'hui où j'ai remarqué qu'il y avait des petites chamailleries et tout. Je vais vous préciser déjà que mes chers frères et mes chères sœurs, que vous soyez mes petits frères ou mes petites sœurs, avant toute chose, vous devez vous fixer un objectif. Et c'est cet objectif-là qui doit vous réunir. Parce que ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui vous divise. Les hommes ne s'entendent pas toujours tout le temps et sur toutes choses. Les hommes ont toujours cette capacité de divergence d'opinion. Mais ça s'amplifie souvent beaucoup plus quand on parle des gens. Vous allez remarquer que j'évite au maximum de parler des gens. Parce que des gens ont leurs acquaintances, des gens parfois peuvent aimer certaines personnes que d'autres n'aiment pas. Et ce sentiment entraîne parfois un petit désarroi, une petite bagarre, une petite chamaillerie et qu'on sort, n'est-ce pas, parfois des animosités qui naissent et qu'on sort. Mettez souvent les sentiments de côté. Et avant toute chose, lorsque vous collaborez avec les uns et les autres, dites-vous que vous n'êtes pas des camarades, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes juste des collaborateurs de circonstances. Dans le cas échéant, c'est le mal-être de notre pays, le Cameroun, et pour certains du continent,
africain qui nous réunit. Et si on réussit à rester sur ce point fondamental, focus sur ce point fondamental qui est le mal-être. Chacun peut avoir ses idées, hein. Toujours est-il que chacun doit se concentrer sur ce qui nous a unis. Ce combat, c'est ça qui nous unit. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Moi, ici sur TikTok, je ne me suis pas encore vraiment mis à vous raconter ce que nous avons subi quand nous avons rejoint cette lutte que d'autres menaient avant nous. Il y a eu beaucoup de problèmes de personnes. Mais le plus important, c'était c'est-à-dire quoi, de surmonter cela. Vous allez remarquer, peut-être, je prends un exemple sur moi, je n'aime pas vraiment trop me mélanger, tout. Ce n'est pas que je méprise les gens, oh, que non, ceux qui me connaissent le savent. C'est justement parce que j'évite trop de personnaliser ou alors d'entrer dans trop de relations personnelles. Parce que la plupart du temps, ça amène beaucoup de disputes et de chamailleries et tout. Mais la grandeur dans tout ça, c'est de savoir traverser tout cela. Ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui vous divise. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord sur tous les sujets. Non, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation d'être d'accord sur tous les sujets. Non. Si vous pensez comme ça, vous êtes dans l'erreur. Je parle par expérience. Je ne donne pas des leçons. Sachez que des gens ont une façon de penser qui peut être différente de la vôtre. Mais toujours est-il que quand vous avez un point de convergence, restez focus sur ce point de convergence. Et nous sommes dans un combat très compliqué. Très compliqué, hein? Ça, je vous le garantis. Le régime Biya a des façons à lui de procéder. Et l'une des façons les plus prospères et la façon qu'ils utilisent le plus pour détruire des luttes, c'est de procéder à la destruction à partir de l'intérieur. Il y aura des éléments perturbateurs qui vont venir entrer, cogner les têtes, vous mélanger, et puis ce sera l'implosion. C'est pour ça que c'est très, mais alors très primordial de ne pas personnifier. C'est-à-dire, quand je parle de personnifier, est-ce que c'est même le mot exact en français? En fait, des relations personnelles, il faut éviter au maximum. On se rejoint dans la lutte et après, on se sépare. On reste focus sur l'objectif et après, quand c'est comme ça là, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de difficultés. Bref, c'est une leçon que moi aussi j'ai apprise. Hein. Voilà. Donc, c'est le petit conseil que je pouvais vous donner en disant que notre lutte est une lutte pour, je ne sais pas, quel est le mot le plus facile que je peux utiliser. Bref, c'est une lutte pour libérer, disons, une lutte pour libérer notre pays. Concentrons-nous sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Parce que chacun a sa raison, la raison pour laquelle il a rejoint cette lutte. On n'a pas téléphoné à quelqu'un que, gars, rejoint la lutte. Non, chacun a sa raison. Concentrons-nous donc sur l'objectif que nous nous sommes fixés afin de l'atteindre. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais dites-vous toujours que les hommes ne seront toujours pas d'accord pour tout, dans tout. Il y en aura qui vont dire non, cette démarche n'est pas bien. Il y en aura qui vont dire non, ceci n'est pas là. Il y en aura qui vont dire tout. Mais le plus important après ça, c'est qu'il n'y ait pas d'animosité. Pas d'animosité. Parfois, les gens se trompent, mais ils sont sûrs d'avoir raison. Donc, pas d'animosité. Tu acceptes son point de vue, tu dis ok, bon, c'est pas grave. On laisse tomber, on passe à autre chose. Tant qu'on veut se battre pour le changement au Cameroun, rien ne doit nous diviser. Tout doit nous unir. On ne doit pas... on ne doit pas laisser les gens de Yaoundé là nous dominer. Parce qu'ils ont toujours la même tactique. Avec nos anciens grands frères, les Brice Nietzsche, les machins, les Wanto, ils ont toujours fait ça, la division. Les gars se sont disputés, alors que le combat portait déjà. Ils se sont chamaillés, disputés. Boum!
Ça a dormi, Paul Biya s'est endormi, il a dit ok, j'ai gagné. Après notre génération, c'est la même chose. Il y a eu des éléments perturbateurs. Au final, nous sommes encore dans la même lutte. Une lutte qui pouvait bien aboutir à une certaine époque. Au final, nous en sommes là. Il y a des nouveaux jeunes qui nous rejoignent, qui viennent encore essayer, n'est-ce pas, d'apporter un nouveau souffle. Moi, je respecte beaucoup ça. C'est pour ça que je ne cherche même pas à m'imposer. C'est-à-dire que quand je les écoute débattre, je reste en commentaire, j'écoute, je débat, je mets les cœurs si je peux mettre. Je supporte aussi. Je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à nos grands frères, ce qui est arrivé dans notre génération, arrive à cette nouvelle génération. Ça ne doit pas. Donc c'est pour ça, moi, je vais apporter mon conseil en disant, les gars, ne mettez pas le cœur, ne mettez pas les organes. Hein? Ne mettez pas les organes. Nous sommes tous des combattants. Pas trop de relations personnelles. Ça, c'est le premier point. Pas trop de relations personnelles. Fixez-vous des objectifs. Donnez-vous des moyens pour atteindre vos objectifs. Respectez les points de vue des uns et des autres. Et surtout, avançons ensemble. Parce que, je répète, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. C'est tout. Voilà. Bon, j'en ai terminé pour ce soir. Hein, donc, rendez-vous très prochainement. J'aimerais vraiment qu'on fasse on organise des débats. Mais pour ça, il faut que je fasse un emploi de temps. Parce que mon emploi du temps est très chargé entre la famille, les enfants, ma femme, tout ça. Vous savez que faire les lives comme ça, là, tu restes loin comme ça là de ta femme aussi là, moi ça me dérange parfois. J'aime trop rester à côté de ma femme. Comme vous voyez un peu. Donc quand je suis à la maison comme ça, moi j'aime être dans sa couverture là. Je suis dans elle. Vous voyez un peu non? Donc parfois c'est compliqué de trouver le temps pour faire les lives et tout ça. Mais on va trouver le temps, on va organiser des débats, on va parler beaucoup plus du Cameroun et tout ça. Voilà, donc merci beaucoup à tous hein, et surtout passez une bonne soirée. Merci d'avoir été nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube pour suivre le live en rediffusion, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre le live en rediffusion comme tous les autres lives d'ailleurs. Sur ce, passez une bonne soirée à tous. C'était Marc Seigneur. Je vous aime tous. Tellement je vous aime, je vous adore. Je suis en rose au bonbon aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que je reviendrai très certainement.